Et si je vous disais que toutes les civilisations, des Sumériens aux Romains, ont suivi exactement le même destin, naissance dans la force, apogée dans la richesse, puis mort dans la décadence. Et que ce même cycle est peut-être déjà en train de se rejouer aujourd'hui, sous nos yeux, dans notre monde moderne. Au XIVe siècle, le penseur musulman Ibn Khaldoun écrivait une théorie glaçante. Les empires suivent toujours la même loi. Ils naissent grâce à un peuple rude, conquérant. Ils prospèrent grâce à l'organisation et la richesse. Puis, ils se ramollissent dans le confort. Et finalement, un nouveau peuple, plus dur, les renverse. Un cycle inévitable. Conquête, consolidation, expansion, dégénérescence, chute. Dans ce documentaire, on va voyager de la Mésopotamie à Byzance, de Babylone à Alexandre le Grand, pour comprendre si Ibn Khaldoun avait raison. L'histoire humaine a ses berceaux, et ils se trouvent tous le long des fleuves. Le Nil en Égypte, le Huang-He, le fleuve jaune en Chine, l'Indus dans l'actuel Pakistan, et le Tigre et l'Euphrate en Mésopotamie. Ces fleuves n'étaient pas de simples cours d'eau, ils étaient des veines de vie. Ils offraient l'irrigation, des récoltes abondantes, des routes naturelles pour le commerce. Autour d'eux sont nées les premières villes, les premiers États, puis les premières civilisations. La Mésopotamie, pays entre deux fleuves, est considérée comme le premier laboratoire de civilisation. C'est ici que commence le cycle décrit par Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun observait un schéma récurrent. Les paysans construisent des villages et irriguent la terre. Des guerriers les conquièrent et forment un royaume ou un empire. Leurs descendants s'enrichissent, vivent dans le confort, perdent leur vigueur. Un nouveau peuple nomade, plus dur, vient les écraser. Ce cycle peut paraître abstrait, mais quand on observe l'histoire de la Mésopotamie, il saute aux yeux. Vers 3500 avant Jésus-Christ, les Sumériens émergent le long de l'Euphrate. Ils inventent l'écriture cunéiforme, la roue, les chariots et même des codes de loi. Ils bâtissent des cités comme Uruk ou Ur, qui deviendront des modèles pour toutes les civilisations à venir. Mais leur prospérité attire la convoitise. Au nord, les Akkadiens, peuple de montagne, lancent leurs armées. Leur roi, Sargon d'Akkad, devient le premier conquérant connu par son nom. Il règne sur un empire plus vaste que tout ce que l'humanité avait connu jusque-là. Après Sargon, l'histoire de la Mésopotamie devient un tourbillon. Les Goutis, les Amorites, les Hurriens, chacun renverse l'autre, fonde un empire, puis finit absorbé ou détruit. Mais chaque conquérant laisse une trace. Les Amorites, par exemple, fondent la ville de Babylone, qui deviendra l'une des cités les plus célèbres du monde antique. Le cycle d'Ibn Khaldoun est déjà visible. Des nomades rudes conquièrent, bâtissent, s'amollissent et se font renverser. Les Babyloniens deviennent des maîtres en mathématiques et en astronomie. Ils calculent les éclipses, créent des calendriers, posent les bases de la science. Mais au nord, un nouveau peuple prend le dessus, les Assyriens. Leur capitale, Ninive, devient une métropole brillante. On y trouve la première grande bibliothèque de l'histoire, des routes pavées, une administration centralisée qui fait rapporter les provinces au pouvoir central. Mais les Assyriens ont aussi une réputation de cruauté extrême. Ils déplacent des populations entières pour briser les révoltes. Ils terrorisent leurs ennemis par des massacres exemplaires. Et pourtant, malgré cette brutalité, leur empire finit par s'écrouler. Les Chaldéens, aussi appelés Néo-Babyloniens, reprennent Babylone. Sous le règne de Nabuchodonosor II, ils rebâtissent la ville et, selon les récits grecs, construisent les légendaires jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde, bien que leur existence reste incertaine. Nabuchodonosor entre aussi dans l'histoire biblique. C'est lui qui détruit Jérusalem et déporte les Hébreux à Babylone. Mais comme toujours, cette puissance attire de nouveaux conquérants. Venant de l'Est, les Perses entrent en scène. Sous Cyrus le Grand, ils créent un empire gigantesque, allant de l'Indus au Nil. Mais contrairement aux Assyriens, ils gouvernent par la tolérance. Ils libèrent les Hébreux. Ils respectent les cultures locales. Ils créent une monnaie commune et un immense réseau routier. Leur religion, le zoroastrisme,
influencent durablement le monde. Opposition du bien et du mal, existence du paradis et de l'enfer. Des idées que l'on retrouvera dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais l'empire perse finit par commettre l'erreur des empires vieillissants, l'orgueil. Darius attaque la Grèce, mais échoue à Marathon. Xerxès mobilise l'une des plus grandes armées de l'histoire et se heurte aux 300 Spartiates et aux flottes grecques à Salamine. Le colosse vacille. 150 ans plus tard, un jeune roi macédonien, Alexandre le Grand, renverse l'empire en quelques années seulement. Alexandre conquiert le monde connu avant 30 ans. Il rêve d'unir Grecs et Perses, fonde Alexandrie, projette de faire de Babylone sa capitale. Mais il meurt brutalement, laissant derrière lui un empire sans héritier clair. À sa mort, ses généraux se partagent les territoires, l'unité s'effondre, le cycle reprend. Un nouveau peuple nomade surgit, les Parthes. Leur cavalerie lourde, les cataphractes et leur tactique du tir-part, feinte de fuite suivie d'une contre-attaque, marquent durablement l'histoire militaire. Face à Rome, ils tiennent tête pendant des siècles. Peu de monuments, peu d'art spectaculaire, mais une efficacité guerrière redoutable. Au IIIe siècle, les Sassanides remplacent les Parthes et redonnent à la Perse son éclat. Ils bâtissent de grands palais, imposent le zoroastrisme comme religion officielle, réforment l'Empire. Leur puissance rivalise avec Rome, puis Byzance pendant plus de 400 ans. Pendant ce temps, Rome s'étend, puis s'effondre. En 476, l'Empire romain d'Occident disparaît, miné par les invasions et les crises internes. L'Europe entre dans ce qu'on appelle le Haut Moyen-Âge. Mais à l'Est, l'Empire romain survit. C'est Byzance, capitale Constantinople. Contrairement aux clichés, Byzance n'est pas un empire stérile. Il préserve le droit romain, qui influencera nos lois modernes. Il invente le feu grégeois, arme redoutable. Il érige Sainte-Sophie, chef-d'œuvre architectural. Il maintient une diplomatie sophistiquée pendant 1000 ans. Face aux Sassanides, Byzance survit dans un équilibre précaire. De Sumer à Babylone, des Perses aux Grecs, de Rome à Byzance, le cycle est clair. Un peuple rude conquiert. Il fonde un empire, il s'enrichit, s'amollit, il tombe sous les coups d'un autre. C'est une spirale sans fin. Chaque empire croit être éternel. Tous finissent par disparaître. Ibn Khaldoun avait raison, l'histoire est cyclique. Les empires naissent dans la sueur et le sang, prospèrent dans l'ordre, meurent dans l'excès et la complaisance. Alors la vraie question est simple. Après Sumer, Babylone, la Perse, Rome et Byzance, quel empire moderne sera le prochain à tomber ?